Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration de la défense Alekhine en analysant un chef-d'œuvre d'un des meilleurs spécialistes de cette défense, Vladimir Sergeïev. Cette partie, jouée en 2012, m'a marqué par la pureté et la précision chirurgicale de l'attaque finale menée par les Noirs, mais je précise quand même qu'elle a aussi un intérêt pédagogique sur le plan stratégique, car on y voit vraiment des plans prophylactiques limpides. La variante a pourtant l'air tranquille, c'est la variante d'échange. J'ai déjà expliqué cette variante dans une vidéo d'introduction consacrée à la défense Alekhine, je ne vais donc pas y revenir. Je vous renvoie directement au lien ci-dessus et j'avance en m'approchant du milieu de jeu. Après Petit Roc, les Blancs ont fini par développer leur cavalier en F3, ce qu'ils avaient différé jusque-là, et les Noirs sont rentrés dans la variante avec le clouage fou G4. L'avancée D5 n'est pas à craindre, parce qu'on prendrait en F3 avant d'occuper la case centrale. Après fou E2, les Noirs ont décidé de fixer la cible en jouant D5. C'est comme ça qu'il faut faire quand on veut s'en prendre à un pion central. Le plus sûr, c'est déjà de s'assurer qu'il ne va pas avancer. Par conséquent, on bloque le pion D4 avant de s'en prendre à lui. Mais en faisant ça, on invite les Blancs à prendre de l'espace. Et c'est la meilleure réponse pour éviter que ces deux pions se retrouvent sous pression. Le fou, en effet, doit surveiller le cavalier pour éviter un doublement des pions, ce qui veut dire que le pion C4 pourrait bien ne pas être assez défendu. Donc C5 est de toute façon le meilleur coup, d'autant plus qu'il force les Noirs à mettre leur cavalier sur une mauvaise case. Ça ne peut pas être la case D7, parce que sinon le pion D5 ne serait plus défendu par la dame. Par conséquent, on est obligé de jouer cavalier C8. Mais les Noirs ont réussi à récupérer un petit peu d'espace au centre en gagnant le contrôle de deux cases importantes, sachant que cette case 4 pouvait être occupée à un moment donné par le cavalier. Il va par contre falloir recycler ce cavalier C8. C'est une partie importante du plan des Noirs. Et pour ça, il va falloir libérer la case 7. La case 7 est la case naturelle pour le cavalier. C'est pour ça que dans les coups qui vont venir, fou F6 suivi de cavalier E7 sont tout à fait naturels, d'autant plus qu'il faut renforcer la protection du pion D5. Vous voyez tout de suite qu'on n'est pas du tout dans les mêmes plans que dans la vente des 4 pions. On est dans un jeu basé sur l'harmonie des pièces, la coordination des pièces qui doivent éviter de se gêner les unes les autres. Et on est dans un jeu de manœuvre. En plus, le centre est bloqué maintenant. Et si vous avez regardé les vidéos sur la variante des 4 pions, vous avez bien vu qu'il y avait au contraire une grande tension dans cette variante-là. Après cavalier C8, les Blancs ont continué par Petit Roc, et après fou F6, ils ont joué H3 pour poser la question au fou. Sergeïev est rentré dans le plan moderne qui consiste à jouer fou E6. À l'origine de cette variante, on prenait en F3, et après fou prend F3, on jouait cavalier E7 et on jouait ensuite cavalier F5 pour mettre sous pression le pion D4 et l'échanger indirectement contre le pion D5 qui, lui, se retrouve finalement attaqué aussi par le cavalier et le fou F3 qui aura repris. Fou E6 est plus ambitieux en fait. On a l'impression qu'on est à l'étroit à l'aile dame, mais les Noirs, eux aussi, ont un plan d'expansion, cette fois à l'aile roi. On va le voir. Dans cette position, les Blancs ont deux grands types de plans. Le premier plan, c'est à base de P4, un plan d'expansion à l'aile dame qui est guidé par la présence d'un pion C5, qui offre déjà un avantage d'espace de ce côté-là, donc c'est de ce côté-là qu'il faut chercher si on veut mettre les Noirs sous pression quelque part. Mais les Noirs ont des ressources ici. On le verra dans d'autres vidéos. En tout cas, sachez simplement que cavalier prend B4 est une faute ici, parce que le pion B7 n'est pas défendu, ce qui permet tour B1.
Et A5 ne règle rien puisqu'on a A3 qui force le cavalier à s'en aller. Et la tour rentre avec un affaiblissement de l'aile dame des noirs. Donc évitons de rentrer là-dedans. On verra ça plus en détail plus tard. Au lieu de B4, Barbara Jarax, l'adversaire de Sergaïev, a opté pour G4, qui a un objectif précis. Les blancs veulent empêcher cavalier E7 suivi de cavalier F5, ce qui veut dire que ce coup G4 participe indirectement à la défense du pion D4. Si le cavalier ne peut pas venir en F5, ça veut dire que ce pion D4 se retrouve en bonne santé, puisqu'il ne pourra jamais être attaqué plus de 2 fois. Il y a aussi une autre idée, c'est que le cavalier ne peut pas se recycler tout de suite en E7, parce que ce fou se retrouverait enfermé, tout simplement. C'est pour pouvoir jouer cavalier E7 que les noirs ont joué H6 dans cette position, pour prévenir G5. Vous voyez, donc on est déjà dans de la prévention. Pour le moment, on est vraiment dans un jeu stratégique de manœuvre et de préparation de manœuvre. Je précise quand même qu'il y a un autre plan qui est possible, qui dans cette position n'a jamais été testé, mais qui est survenu sur d'autres coups que G4, c'est B6. Donc ça mérite d'être exploré, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos. En tout cas, il y a un spécialiste qui a joué B6 contre plusieurs coups des blancs au 14e coup. Il s'appelle Babourine, donc il est grand maître aussi. L'idée, évidemment, c'est de faire sauter le pion C5 pour récupérer un petit peu d'espace à l'aile dame. Mais vous allez le voir, dans cette partie, le plan des noirs se situe clairement à l'aile roi. Parce que H6 n'a pas qu'un seul objectif. Ce coup ne prépare pas seulement cavalier E7. Il prépare tout un jeu à l'aile roi. Quel est le plan des noirs? Vous allez le voir, c'est un plan très cohérent, qui prend un peu de temps, mais qui présente un réel danger si les blancs ne le voient pas. Il est basé sur l'affaiblissement que peut constituer G4. D'accord, on a bien contrôlé la case F5 et on l'a rendue inaccessible, mais on expose son roi en faisant ça. C'est pour ça que les noirs ont un plan basé sur la destruction du roc. Ils veulent jouer cavalier E7, d'abord. Pour recycler le cavalier, c'est toujours important de recycler les pièces avant de se lancer à l'attaque. Puis, ils joueront G5, fou G7 et F5 au bon moment pour faire exploser le pion G4. Si les blancs prennent en F5, leur structure sera disloquée. Donc les blancs n'ont pas tout de suite joué contre ce plan, ils ont d'abord préparé l'avancée à l'aile dame en jouant A3, ce qui n'était pas complètement utile, étant donné que B4 sans préparation était tout à fait jouable. On l'a vu, étant donné qu'il y a le pion B7 sans protection, ce n'est pas la peine de préparer cette poussée. Autrement dit, A3 est une petite perte de temps ici. La position est pour le moment fermée, mais cette perte de temps pourrait être lourde de conséquences en cas d'attaque des noirs. Après cavalier 8e7, par contre, les blancs ont bien compris les intentions des noirs et ont choisi de les prévenir avant d'entreprendre quoi que ce soit à l'aile dame. Leur plan prophylactique est élégant et instructif au niveau des manœuvres et de l'harmonie des pièces, mais malheureusement pour Jarax, il s'est avéré insuffisant pour défendre la position. Cela dit, il était vraiment difficile d'entrevoir sur l'échiquier dès maintenant la combinaison spectaculaire qui allait se produire dans plusieurs coups et encore plus d'apercevoir sa pointe finale. Et n'oublions pas qu'il est toujours facile de trouver mieux quand on est confortablement installé derrière son ordinateur avec tout le temps nécessaire et des modules comme Stockfish par exemple. Par conséquent, prenons ce plan pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme une illustration de la prophylaxie. Les blancs ont vu que le pion G4 allait rapidement être mis sous pression après F5 et ils ont constaté, comme on l'a dit, qu'ils n'avaient pas trop intérêt à bouger parce que sinon le pion H3 se retrouverait faible. Par conséquent, le pion G4 doit être surprotégé. Mais comment? On pourrait jouer cavalier H2, mais ça ne ressemble pas vraiment à un coup humain, même si ça aurait l'intérêt de surprotéger le pion G4 de nombreuses fois. Le cavalier, en effet, n'aurait qu'un rôle défensif, en plus il serait au bord, et on connaît le proverbe « cavalier au bord, cavalier mort ».
Par conséquent, Jarax choisit un autre plan. Elle veut surprotéger le pion G4, mais avec le pion F3. Et pour ça, il faut enlever le cavalier, oui, mais en le dirigeant, si possible, vers une case plus utile que H2, qui serait par exemple D2. Comme ça, de D2, le cavalier, après B4, pourrait se recycler à l'aile dame, parce qu'en B3, il surveillerait la case A5, ce qui menacerait directement B5. Les noirs seraient alors obligés de gaspiller un temps pour prévenir B5. Le cavalier ne pourrait en effet pas venir en A5, à cause du cavalier B3. Le problème, c'est que en D2, le cavalier gênerait la dame dans la protection de D4. Et D4 serait perdu, puisque ce pion ne serait plus protégé qu'une seule fois par le fou, si on imagine le cavalier en D2. Par conséquent, les noirs gagneraient le pion, tout simplement. C'est pour ça que, avant de bouger ce cavalier, il faut que ce pion soit surprotégé, c'est-à-dire protégé une nouvelle fois, par une autre pièce. On pourrait directement obtenir ce résultat en jouant dame D3, puis cavalier D2, mais la dame en D3 ne serait peut-être pas dans une situation très harmonieuse pour les autres pièces. On a l'impression qu'elle gênerait un petit peu, par exemple, le fou. C'est pour ça que Jarax a choisi de jouer fou D3. Quelle est l'idée ? D'accord, on recycle le fou sur la grande diagonale, ce qui peut toujours être utile, notamment si on veut construire une batterie dame-fou, mais l'idée c'est aussi de libérer la case 2 pour le cavalier qui pourra venir surprotéger le pion D4. Une fois que ce pion sera protégé 3 fois, on pourra, sans problème, enlever ce cavalier et le placer sur la case voulue. Donc c'est un joli plan au niveau des manœuvres, puisqu'on redispose les pièces de manière optimale. Voyons ce qui s'est passé. Après G5, les manœuvres ont commencé, donc cavalier E2, fou G7 et cavalier D2 comme annoncé. Cavalier D2 a l'air logique, mais en réalité, les modules conseillent plutôt cavalier H2, et je le répète, c'est facile quand on a des modules, mais humainement, cavalier H2 n'est pas un coup très facile à jouer. Pourquoi cavalier H2 est plus fort ? Parce que sur un coup comme F5, on peut certes défendre par F3, mais on peut aussi jouer le plus ambitieux F4. Mais il faut oser faire cela parce que cela aboutit à l'explosion de l'aile roi des deux côtés. On pourrait par exemple imaginer dame D7, je donne juste une illustration, et après F prend G5, H prend G5, le pion G4 est sous pression, mais on va se venger sur le pion G5. Donc, par exemple, on pourrait imaginer cavalier F3 pour prendre en G5, mais avec le cavalier, parce que ça menacerait d'échanger en E6. Et après F prend G4, cavalier prend G5, on voit la situation, c'est vraiment chaotique sur l'échiquier, et on a un jeu incertain. Mais on voit bien que humainement, ce n'est pas rassurant de rentrer dans des variantes comme ça. Encore une fois, donc regardons ce qui s'est passé après cavalier D2. Les noirs ont continué par F5, logiquement, et les blancs ont consolidé par F3 comme prévu. Sergeyev a continué par dame D7. On a l'impression que ce coup met simplement les tours en liaison, mais en réalité, ça va plus loin que ça. Et on va le voir dans la suite de la partie. Les blancs ont continué leur plan d'expansion à l'aile dame avec B4, et après A6, qui a pour but de prévenir B5, ils ont logiquement joué cavalier B3 qui prépare A4, précédé de dame D2 quand même, parce qu'il faut bien défendre le pion B4, et au bon moment, B5 gagnera de l'espace à l'aile dame. Sergeyev a commencé par prendre en G4, et après F prend G4, a commencé le festival. Serez-vous capable de trouver jusqu'au bout la combinaison de Sergeyev ? Attention, c'est de la tactique de haut vol, je vous préviens. Prenez bien 10 minutes au moins, et posez-vous devant un vrai échiquier, prenez un café, je ne sais pas, prenez le temps, en tout cas, de chercher le plus loin possible ce qui a pu arriver ici. On y va. Donc le festival commence par fou prend G4, sacrifice de démolition.
Et après H prend G4, la dame arrive en attaque. Dame prend G4, échec. Roi H2. Évidemment, sur Roi H1, il y a Dame H3, échec, qui récupère le fou avec l'attaque. Par conséquent, Roi H2 est le seul coup. On a l'impression qu'il n'y a que la dame en attaque, finalement. Donc les blancs n'ont pas grand-chose à craindre d'autre. Le cavalier protège la case G3, qui peut toujours éventuellement être investie si jamais un cavalier arrivait en F5, et encore. Donc on a l'impression que tout est en ordre. Mais il y a une pointe. Donc remettez pause si vous n'avez pas trouvé le début de la combinaison. Et essayez de trouver un coup à 2 points d'exclamation. Il manque des attaquants. Et il manque une pièce mineure. C'est pourquoi Sergaïev a joué calmement cavalier E5. En laissant le choix aux blancs de la pièce qu'ils voulaient voir arriver en attaque. Est-ce que les blancs préfèrent que ce soit le cavalier qui arrive en attaque en F3 par exemple? Ou est-ce qu'ils sont prêts à voir arriver le fou en attaque? On va se lancer dans l'analyse des différentes variantes quand même. Ça mérite qu'on s'y attarde. Parce qu'il y a des variantes quand même spectaculaires qu'il fallait voir. Commençons par regarder le coup naturel, qui est la prise du cavalier. On se retrouve avec 2 pièces de plus. D prend E5, fou prend E5, échec. Bon, déjà, première nouvelle, le roi blanc ne peut pas reculer en H1, sinon il y a un mat rapide, élémentaire, par dame H3, suivi de dame H2 mat. Donc, sur fou prend E5, échec, on est obligé de rendre une pièce déjà avec les blancs. Cavalier F4. Le problème, c'est que on n'est pas obligé d'échanger les dames ici. Évidemment, cavalier F4 crée une découverte sur la dame. On n'est pas obligé de rentrer dans l'échange ici, puisqu'il y a un échec intermédiaire. Le cavalier ne peut même pas revenir en H3 parce qu'il y a un clouage. Par conséquent, l'attaque continue après roi G1, puis on prend. Et c'est terminé. On peut regarder par exemple fou F2. Bien sûr, fou F2, il y a une conclusion élégante que vous pouvez chercher, étant donné que de toute façon, les blancs n'ont plus le temps de ramener du monde en défense. On peut jouer un coup calme ici. Un coup qui enferme le roi. Ce coup, c'est dame H3. Quelle est la menace? Elle est assez basique et imparable. C'est F3, qui créera une double menace de mat en G2 et en H2, puisqu'il y aura le fou qui sera libéré. Donc cette variante-là est absolument terrifiante. Et même après G prend F4, fou D4, ce n'est guère mieux, puisque maintenant il y a la case G3 qui est disponible. Donc dame G3 échec. Roi H1. Le plus précis ici, c'est de continuer par dame H3 échec. Comme ça, le roi prend la case G1 à sa tour, et maintenant, seulement, on joue F3. Et on réalise la menace dont on a parlé juste avant. Certes, une tour peut venir coulisser sur la deuxième rangée, donc on a l'impression que ça tient encore un petit peu, mais maintenant, on ramène du monde en attaque. On n'est même pas obligé de prendre en D4 sur échec. Il y a beaucoup mieux. On joue d'abord dame G3 échec, et après roi H1, on ramène du monde en attaque. Et on ne peut plus rien faire contre tour H4, suivi du mat. Étant donné que sur tour H2, on joue quand même tour H4, puisque la tour se retrouve attaquée 3 fois. Donc il va y avoir mat en quelques coups. Après tour F2, tour prend, dame prend, échec et mat. Donc vous voyez, cette variante est déjà concluante. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre le cavalier en E5. Le problème, c'est que c'est lui qui va venir en attaque. Si les blancs ne font rien, par exemple un coup insignifiant comme A4, eh bien, on continue l'attaque par tour F3,
qui menace mat ici. Et on ne peut plus rien faire avec les blancs. Si on échange en F3, il y a cavalier prend, roi H1 et dame H3 qui matent. C'est pour ça qu'après cavalier E5, dans la partie, les blancs ont joué cavalier G3 pour proposer l'échange des dames. Mais les noirs ont placé tour prend F1 parce que même l'échange des dames ici ne va pas à cause de cavalier prend G4 sur échec, suivi de tour prend A1, suivi de cavalier prend E3. Et la position des blancs s'effondre parce que les noirs ont fait beaucoup mieux que récupérer leur matériel. Donc tour prend F1 force les blancs à reprendre. Mais comment? Toutes les reprises sont perdantes. Le plus simple, c'est sur cavalier prend F1 déjà. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un réseau de maths rendu possible par ce cavalier. Il suffit de jouer cavalier F3 échec, puis dame H3. Et il va y avoir mat au coup suivant. Regardons maintenant fou prend F1. Ce n'est guère mieux, cavalier F3 échec, roi G2. On a l'impression que les blancs ont du répit, mais les noirs ont le temps de ramener encore une pièce mineure en attaque. C'est la pièce mineure qui manquait. Et elle va accéder à la case H4. C'est le cavalier E7. Cavalier G6 laisse les blancs sans défense. Cavalier D2 par exemple, cavalier H4 échec. Et c'est terminé. Sur roi H1, on prend tout simplement le cavalier. Et sur roi F2, on ramène encore du monde en attaque, étant donné que les blancs ne peuvent strictement rien faire. Donc il suffit de jouer tour F8. On menace d'enlever le cavalier, tout simplement, et ça va faire de gros dégâts. On ne peut rien faire contre l'échec à la découverte. Même si le roi vient en E2 d'ailleurs, il y aura un échec à la découverte, mais avec la dame. Donc après, tour prend F1, les blancs se sont résolus à reprendre la tour avec la dame. Dame prend F1. Le problème, c'est que ça laisse le temps aux noirs de ramener la tour en attaque. Et si la dame vient en H3, par exemple, là, on peut échanger les dames. Dame prend H3, roi prend et cavalier prend, tout simplement. Quelle case il reste alors pour la dame? Il reste la case 2. Mais là encore, il y a un gain forcé. Assez simple. Donc vous pouvez chercher si vous voulez. Il faut faire rentrer la tour en attaque. Donc tour F3. La pression sur le cavalier est énorme. Et la dame ne peut pas tout surveiller, puisqu'elle doit déjà surveiller le fou. Et le fou E3 d'ailleurs. Donc, on est obligé de défendre le cavalier avec la tour. Parce que si on enlève le cavalier, évidemment, il y a mat directement. Donc, tour G1. Le problème, c'est qu'après dame H4 échec, on ne peut plus défendre le cavalier. Donc, roi G2, dame prend G3 échec, va gagner facilement. Parce qu'on va tout ramasser sur cette rangée-là. Toutes ces pièces-là ne sont pas assez défendues. Donc totalement impuissants face à l'attaque des noirs, les blancs se sont résolus à lâcher la dame contre la tour, en se disant qu'après tout, après, ils pouvaient quand même récupérer le cavalier et avoir un petit peu de matériel pour la dame. Mais le problème, c'est que l'attaque continue quand même. Il y a un énorme clouage sur le cavalier et les noirs vont continuer avec H5, H4 qui va gagner encore une pièce. Dans toutes les variantes, parce que même après tour F1 échec, roi G8, fou F2, qui sont les coups de la partie, on ne peut pas se défaire du clouage du cavalier. H5, roi G2, mais le problème c'est qu'on remplace un clouage par un autre clouage, et les noirs ont d'abord échangé en G3, avant de jouer H4,
ce qui gagne encore une pièce. Donc tour F3, H prend G3, tour prend G3, Dame F4, abandon. On n'a vraiment pas assez de matériel pour la dame. Si on fait les comptes, on voit bien que les blancs n'ont que tour et fou contre dame et 2 pions. Autrement dit, ce n'est pas la peine de continuer dans une position pareille. Donc magnifique victoire de Sergueïev qui a vraiment signé une partie de référence dans la variante d'échange de la défense Alekhine. Si vous voulez reprendre cette partie au calme sur un vrai échiquier, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien dans la description. Vous arriverez ainsi sur la bibliothèque dédiée à la défense Alekhine sur chess.com, bibliothèque publique, et vous n'avez plus qu'à retrouver la partie concernée.